Merci pour votre présence. J'avais pour but de rappeler notre démarche. Euh, donc, notre projet a été de comparer deux groupes humains dont on peut dire qu'ils ont été malmenés par l'histoire et par d'autres groupes également. Et qu'on pouvait voir des analogies fortes entre ces deux histoires. On doit aussi faire état des divergences et des différences. Je voudrais revenir sur le thème de génocide qui va sûrement nous occuper dans cette journée consacrée à l'après. Je voudrais redire que Raphaël Lemkin, qui est soi-disant le père créateur démiurge du terme, était en fait s'inscrivait dans une continuité historique. Il existait déjà des termes qui reprenaient ou qui annonçaient cette idée, notamment en allemand, euh, depuis le XVIIe ou XVIIIe siècle. Völkermord, pour décrire un grand massacre, notamment lors grande, une grande bataille. Mais de façon plus contemporaine, les Scandinaves ont aussi décrit ce qu'il s'était passé dans l'Empire ottoman avec des termes du même ordre. Donc, c'est pratiquement le même mot dans les trois langues. Folkmord, Folkemord, en norvégien, en danois et en suédois. Il y a donc et il s'intéressait, voilà. Donc, en tant que jeune homme, il s'est intéressé très tôt à toutes les occurrences qu'il pouvait trouver de, de destruction collective des groupes humains. Bien évidemment, quand il se trouve en exil aux États-Unis, euh, il va traduire ces termes germaniques dans un vocable nouveau et sa réflexion va prendre un tour juridique qui n'existait pas forcément dans les acceptions précédentes des mots comparables. Euh, voilà. Alors, je voulais parler éventuellement un peu des deux premières journées qui ont eu lieu déjà. Nous nous sommes rencontrés en novembre 2022. Nous avons consacré une rencontre au temps des empires, pour reprendre un titre d'Eric Hobsbawm. Les deux groupes vivent sans état tutélaire parmi les autres, et s'ils connaissent des avanies, ils ont aussi connu des périodes propices et des réussites. En novembre 2023, nous nous sommes intéressés au moment des deux génocides. Bien sûr, il y a un décalage chronologique pour les deux groupes. Nous parlons de 1915 pour euh, les Arméniens ottomans et disons 42 avec la conférence de Wannsee pour les Juifs d'Europe occupés par les nazis. Mais je suis sûr que des spécialistes pourront discuter de cette chronologie. Donc nous voici réunis pour réfléchir au temps de l'après-coup, celui du deuil, possible ou impossible, celui d'un rétablissement éventuel et d'une adaptation aux nouvelles conditions de vie, de survie puis de vie, dans un cadre soit retrouvé, soit profondément nouveau, après déplacement éventuel, désiré ou subi. À la fin de la rencontre, nous pourrons évoquer quelques lignes de conclusion. Je peux déjà annoncer que la matière que nous avons abordée est très ample, très riche, et que nous ne pourrons pas faire œuvre exhaustive, et que nous en avons bien conscience. Toutefois, la diversité des intervenants et de nos rencontres, la variété des thèmes envisagés et des méthodes adoptées doivent permettre d'apporter une contribution à la compréhension comparative ou constrative, pour employer un terme de linguistique, des deux groupes. Pour finir ces propos introductifs, je ne peux faire l'économie d'une allusion à la situation dans laquelle notre rencontre a lieu aujourd'hui.
Depuis le 7 octobre 2023, une fois de plus, le Proche-Orient est déstabilisé par des assassinats immondes et des combats impitoyables en Israël, en Palestine, les deux. La violence aveugle semble ne jamais devoir prendre fin. Je note que cette question bénéficie ou souffre d'une publicité que d'autres lieux ne connaissent pas. Je dois à des étudiants de ma propre université, l'Université nationale d'Athènes, Ioannis Kapodistrias, d'avoir eu une journée sans enseignement avant-hier. Et je serais prêt à parier que beaucoup d'entre eux n'ont jamais vu le moindre juif, le moindre israélien, le moindre arabe, le moindre palestinien, qui de toute façon n'ont pas été conscients de cette rencontre. Donc je trouve qu'il est important de faire état du contexte dans lequel nous avons exposé. Euh, alors pourquoi cette polarisation me semble très suspecte? Eh bien parce que d'autres endroits ne bénéficient pas de la même attention, du même engouement, du même enthousiasme. Euh, donc par exemple, sachez que très récemment, la ville d'Alep a été meurtrie et qu'il y a très peu d'Arméniens à Alep désormais et personne n'en a jamais parlé. J'imagine que vous n'avez jamais entendu parler. Euh, Par ailleurs, pour parler encore des Arméniens, depuis septembre 2023, les Arméniens du Haut-Karabakh, en arménien, ne résident plus chez eux après l'expulsion massive qui les a contraints à l'exil, sans que l'Azerbaïdjan se retrouve au banc des nations. Donc, si je suis sensible aux similitudes entre les trajectoires historiques des deux populations, je suis aussi bien conscient des divergences et parfois, malheureusement, des oppositions entre elles. Les chrétiens d'Orient sont souvent héritiers, jusqu'aujourd'hui, d'un antisémitisme religieux qui était la norme dans l'univers chrétien, en Occident aussi, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, voire le Concile de Vatican II en 62. Bien sûr, il faut imaginer que les Arméniens vivant dans les pays riverains d'Israël, en conflit larvé ou ouvert avec ce dernier, partagent le plus souvent l'hostilité des États dont ils sont ressortissants envers Israël. À cet égard, les développements néfastes pour la communauté arménienne de Jérusalem, en grande partie ressortissante jordanienne, à propos de la propriété foncière d'un terrain dans la vieille ville, n'est pas pour provoquer une vague de philosémitisme dans la population arménienne. Mais à l'intérieur de la communauté, personne ne semble s'émouvoir de qui a bien pu laisser louer ou laisser acheter ou laisser prendre en bail une propriété communautaire. Euh, donc l'autocritique n'est pas un grand art arménien, je dois le dire. Pour enfoncer le clou sur mon idéal de convergence des consciences, sinon des luttes, entre Arméniens et Juifs, je dois aussi signaler à tous ceux qui sont présents aujourd'hui et qui nous écoutent en ligne, grâce aux services techniques de l'EFA, qu'Israël est malheureusement allié à l'Azerbaïdjan, en théorie contre l'Iran menaçant, mais en pratique contre la minuscule Arménie du Caucase, qui ne doit pas l'inquiéter particulièrement. Là non plus, nous ne pouvons pas espérer de grandes sympathies entre le monde arménien et en particulier ce que représente le gouvernement israélien actuel. Alors, Odette, Baron, Bassar et moi-même avons voulu donner une coloration diasporique à nos rencontres. C'est l'esprit même de notre programme. Nous ne sommes ni elle ni moi ressortissants ni de l'Arménie caucasienne ni d'Israël. Bien sûr, nous avons tous deux nos sympathies personnelles, mais aussi des sympathies communes. Nous nous sommes d'ailleurs rencontrés la première fois à un colloque tenu les 5 et 6 février 2015 à l'Université de Montpellier 3, Paris, Paul Valéry, organisé par les professeurs Gérard Dédéian et Carole Yankou, qui portait sur les anéantissements des deux populations. Nous avons aujourd'hui encore le confort, voire le luxe intellectuel et moral, peut-être s'agit-il d'un privilège selon la noble langue de notre époque, de pouvoir réfléchir à l'histoire au sens très large dans dans ses différentes manifestations, mais aussi à ses interprétations, en particulier psychanalytiques, parmi les survivants, chez deux groupes qui ne se côtoient pas souvent de façon intime. Profitons-en. Je vous remercie d'être tous présents et de contribuer à la réussite espérée de cette dernière rencontre qui se distingue par son interdisciplinarité.
Nous aborderons des communications d'inspiration historique, sociologique, linguistique et psychanalytique. C'est donc avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue et désire déclarer ouverte cette troisième rencontre universitaire. Je vous remercie.